Bonsoir à tous. Et de quoi parle-t-on ce soir? On a la visite de Anne et de Christian pour parler du co-développement et je ne pourrais pas prendre la parole, j'y connais rien. À part vous poser des questions, c'est tout ce que je pourrais faire. Pareil, je vais prendre un peu de lecture. Ouais. Vous écoutez. Et le PDF, ça ne se lit pas, ça se vit. C'est Christian qui a lancé le sujet. Vas-y, Christian. Oui, j'ai lancé le sujet parce que pour moi, c'est un sujet d'actualité fort, et à plusieurs titres. Bon alors, c'est quoi le co-développement? Vous me racontez? On va quand même dire en 3 mots, répondre à la question de Philippe, peut-être. Comment vous diriez ça en une phrase, Anne? Une méthode, une approche qui réunit des pairs afin de leur faire prendre tour à tour la position d'un client ou d'un consultant pour faire émerger des solutions, des idées face aux projets, aux préoccupations ou aux problématiques qu'ils rencontrent. Alors, 100% d'accord avec vous sur la manière de présenter. Je dirais, pour moi, c'est un des moyens les plus puissants que j'ai vécu au cours des derniers séminaires en ligne ou en présence auxquels j'ai participé. Et curieusement, la semaine dernière, mercredi dernier, j'ai participé à une sorte de codev animé par un Suédois d'origine espagnole en anglais. Le facilitateur a réussi à nous faire travailler ou à faire travailler le client et à aboutir en fait à des quantités de pistes de solutions, puisque c'est bien ça en fait le but d'un codev, c'est en peu de temps arriver à obtenir des consultants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas le client et qui ne sont pas le facilitateur, des pistes de réflexion de solutions. Et ça vient très, très vite. On va peut-être clarifier pour les gens qui vont écouter et qui vont peut-être regarder ce vocabulaire de client, consultant, animateur, Ouais, et le process, parce que c'est un process bien particulier, bien cadré, hein, ouais. qui amène à cette heure, en effet, en général, riche en solutions. Parce que ce que tu énonces là, Christian, c'est ce que tout le monde cherche, mais personne n'y arrive vraiment. Donc, d'où vient la magie? C'est vrai que c'est efficace. C'est efficace. Alors, peut-être on va commencer par les rôles. Donc, le contexte le plus favorable, c'est des groupes de 5 à 8 personnes selon le modèle dans lequel on est ou selon le contexte. Si on est à distance, il vaut mieux être plutôt 5. Si on est en présentiel, on peut être 8, ça marche encore. Et on a 3 rôles. Le rôle du client, c'est celui qui apporte son cas. C'est quelqu'un qui arrive avec un problème, une problématique, un projet. Le rôle des consultants, 3 ou 4 consultants, sont les consultants qui vont consulter, qui vont apporter leurs propositions de solutions, leurs idées, tout ce qu'ils peuvent apporter pour répondre au cas du client. Et le facilitateur, dont le rôle est de faire respecter les règles, comme le dit Virginie, le codev tel qu'il a été défini au départ par 2 Canadiens est très normé dans son déroulement. Donc, on a 6 étapes. Chaque étape a une durée un peu variable. La première étape du process, c'est l'exposé par le client de son problème, sa préoccupation, son projet. La deuxième, c'est la clarification. Je ne sais pas si vous connaissez cette étape sous ce nom-là, Anne. Il y avait du bruit derrière moi, du coup j'ai coupé. Je pense que c'est le lion qui rugissait, c'est ça? Oui, exactement. Je voulais vous épargner ça. Je crois que je la connais sous ce nom-là, effectivement, de clarification. Mais je suis pas, j'ai pas révisé. En fait, c'est aussi une des règles, c'est qu'on ne révise pas avant ces réunions-là entre nous.
Mais y a-t-il un autre nom que clarification? Moi, j'ai utilisé, en fait, je suis parti de la terminologie de l'AFCODEV, c'est-à-dire ce que l'Association française des professionnels du co-développement, et j'ai repris les termes de l'AFCODEV. Donc, la clarification, c'est vraiment l'étape, je dirais, essentielle, où les consultants vont poser des questions au client pour essayer de lui faire clarifier sa demande ou son inquiétude, sa préoccupation, son projet. Prendre le temps de clarifier avant de sauter sur les solutions, qui est souvent l'impulsion première, de dire ouais, ton truc, j'ai déjà vu, voilà, je te dis, on fait ça. Clarification, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le contrat. Donc, par contrat, on entend la reformulation de la demande que fait le client au groupe de consultants. Donc, en général, il a précisé, il a clarifié le sujet sur lequel il nous attend en tant que consultant. Quatrième étape, on appelle ça consultation, exploration. Et là, dans cette étape-là, le client reste silencieux et les consultants proposent des choses, comme dans un brainstorming, mais proposent des pistes d'action, des idées, plein de choses, le maximum de choses dans un minimum de temps. Cinquième temps, c'est un temps où chacun va travailler de son côté. D'un côté, le client qui va réfléchir à ce qu'on lui a proposé, qui va retenir un certain nombre de suggestions qui lui ont été faites et va commencer à raisonner en plan d'action. Il n'a pas besoin de se justifier. Il n'a pas à se justifier sur pourquoi il n'a pas pris la proposition de Virginie, pourquoi il n'a pas pris la proposition de Nicolas. Il ne se justifie pas. Il dit, il se prépare à énoncer un plan d'action. Ce plan d'action est exposé aux consultants. Et dans le dernier temps, on fait un travail un retour sur les apprentissages, ce que la séance de CODEV nous a appris, et régulation, on organise le rendez-vous suivant. Voilà. Et tout ça, c'est quand même sous-tendu par des choses dont on entend beaucoup parler, telles que l'écoute active. Ce process, il est fait pour que justement, ça favorise l'écoute active. Oui. L'animateur, il est là pour réguler aussi en termes de bienveillance. Et puis, au début, le client, il doit aussi faire preuve de synthèse, c'est-à-dire qu'il prépare la façon dont il va présenter sa problématique. Et ça doit être même relativement synthétique et précis. Et donc, il a une réflexion sur la façon dont il formule tout ça. Sur l'écoute, il y a un point que je trouve très intéressant dans la posture du facilitateur, c'est quand il invite les consultants à poser des questions pour clarifier, sans induire une réponse. Et je trouve que justement sur l'écoute, qui est une compétence à développer tout au long de sa vie, on n'a jamais fini de la développer, ça fait partie des leviers pour moi de la puissance. C'est qu'on ressort un des premiers apprentissages du CODEV, c'est de développer sa capacité d'écoute. Il faut l'essayer, il faut le vivre. Il n'y a que comme ça qu'on réalise. Parce que là, on peut en parler, mais je trouve que ça n'exprime pas en fait l'efficacité de cette technique que d'en parler comme on le fait. En parlant, on voit les limites. Là. On reste effectivement très abstrait dans ce qu'on peut dire. Mais il faut le vivre effectivement pour le croire en quelque sorte. Et je ne réponds pas à la question, malheureusement. Mais c'est pas grave. Le CODEV à distance, que j'ai fait accompagné par Viti Coaching, qui est une solution qui doit d'ailleurs exploser en ce moment. Et j'avais proposé à Olga de nous rejoindre, mais elle n'était pas dispo, qui anime des CODEV à distance. Moi, ce qui m'a frappé et qui a été la preuve additionnelle à ce que j'avais vécu en présentiel, c'est que dans les séances de découverte que cette solution propose à distance, on ne se connaissait pas, on était à distance. Alors, il y a la puissance de l'ergonomie de la plateforme qui fait qu'on sait quel rôle on a, à quel moment, et avec une facilitation qui est extrêmement guidée. Et là, l'intelligence collective, c'est-à-dire la force des propositions, était d'une puissance extrême, parce qu'en un temps court, parce que je crois qu'ils raccourcissent en plus les process, des étapes, la personne qui avait amené sa problématique est repartie avec
plein de choses à tester et tous les autres ont appris beaucoup. Et ça a été pour moi la cerise sur le gâteau du codev, c'est-à-dire que non seulement en présentiel, j'avais vu la puissance de cette intelligence collective qui, selon moi, la preuve, encore une fois, je ne réponds pas à la question, mais ce qui fait la puissance, c'est qu'on laisse les égos, on laisse tout ça, et ce qui est central, c'est la question. Pour être curieux, vous l'avez expérimenté dans quel contexte, si ce n'est pas indiscret parce que je suis un peu limité, un peu bas du front, j'ai besoin de me projeter comme, selon l'expression consacrée. Non, par curiosité, puis voilà, Ouais. pour essayer de placer la description que vous en donnez, Anne et Christian, face à des exemples, si c'est jouable. Anne. Bah, si tu veux, je peux répondre. Moi, j'ai fait une découverte dans une démo qui était en bocal. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe, c'était dans le cadre d'une association de diplômés d'une école, et c'était pour nous faire découvrir la méthodologie. Donc, on était dans ce que tu cherches, hein, Christian, qui était déjà quand même une démo de ce qu'est le codev. Donc, il y avait 8 managers, le facilitateur, etc. Et il y avait, je ne sais plus combien de personnes, dont je crois que je faisais partie, qui observaient comment se déroulait le processus du codev. Et donc, c'est ça, pour moi, la force du codev, c'est le peer coaching également. Donc, ce sont des solutions dans le champ des organisations. Mais c'est vrai qu'en fait, on encourage des groupes de codev à se constituer dans les entreprises. Hein. C'est-à-dire que l'idée, enfin moi je l'ai fait avec certains clients, c'est de travailler avec un groupe, de leur montrer, de leur faire vivre la technique de codev. Et après, l'idée première, c'est que ça se diffuse au sein de l'entreprise et c'est qu'après, voilà, ça fasse des petits et que ce groupe-là continue éventuellement à travailler ensemble ou constitue d'autres groupes et que finalement, ça devienne au sein de l'entreprise une solution assez naturelle d'intelligence collective orientée solution. Et ma question, elle était justement là-dessus, sur la durée. Ça s'étale sur quelle période? Et combien de temps ça prend? L'engagement dans la durée, en fait, effectivement, à minima, c'est aussi longtemps qu'on a de participants au groupe. Et effectivement, la fréquence est plutôt une fois tous les 3 semaines ou tous les mois. C'est rarement une fréquence plus faible. Et il y a certains groupes qui s'engagent sur plusieurs années, en fait. Ils continuent de travailler selon la méthode pendant plusieurs années. Donc, c'est entre une séance, une thérapie et des séances des alcooliques anonymes. On a dit qu'on était dans le champ des organisations, Philippe. Ouais. Ah, pardon. Il faut quoi comme expérience pour réussir son premier codev? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, vous avez déjà foiré des codevs? Pourquoi? Je crois que je vous laisserai répondre à la deuxième. Toi, tu réussis tout le temps, c'est ça, Nicolas? Pour la première question, c'est, pour faire court, c'est la confiance. Et comment on arrive à avoir cette confiance-là avec des personnes qu'on ne connaît pas? Eh bien, c'est dans la facilitation et dans, effectivement, l'agencement, dans la question et l'agencement, la mise en situation. Je n'ai pas vécu de codev qui ne se soit pas passé correctement. Je pense que c'est parce qu'il y avait la confiance et que les facilitateurs étaient pertinents et professionnels. Et du coup, j'insisterai sur ce point. C'est pour ça que quand je mets ça en séquence de formation, je le dis à la manière d'eux, parce que je pense que c'est une méthodologie qu'il faut vraiment animer dans la bonne posture de coach et être un garde-fou quand si ça ne questionne pas comme il faut ou si ça n'écoute pas comme il faut faire stop, il faut faire arrêt sur image et le facilitateur doit être très directif. Le seul que j'ai vu il n'y a pas longtemps, on m'a relaté un codev qui s'était passé moyennement, il a été vécu par les participants comme très directif et peut-être que justement les personnes ne savaient pas que ça fait partie du jeu. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent le faire avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est génial parce que en plus, on est des pairs, mais on est des pairs parfois avec, ça peut être un métier différent, un vécu différent, une posture différente. Ça fait aussi la richesse du codev. Alors, il me reste 2 questions pour l'instant. La première, c'est combien de temps il faut pour être facilitateur aguerri, enfin, être capable de… Et la deuxième, comment on conclut? Qu'est-ce qu'on prend comme décision et comment se prennent les décisions collectivement ou comment on dit c'est fini?
Moi, je pense que ça peut aller assez vite. De toute façon, normalement, la technique, elle est faite pour que ce soit assez vite pris en main, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est fait pour être diffusé au sein des entreprises. C'est-à-dire que après, les groupes, ils doivent vivre par eux-mêmes et ils ne sont pas accompagnés et formés forcément très longtemps. Hein. Enfin, c'est pas du tout le cas. Ces gens, ils vont faire une session, ils vont être formés un petit peu, et puis après, les groupes, ils sont faits pour vivre. Et plus il y a de groupes qui développent ces techniques-là et les utilisent, normalement, mieux c'est. Et alors, pour la deuxième question, quand est-ce qu'on dit qu'on a terminé et comment se font les prises de décision? Alors, moi, j'ai vécu, la dernière situation où j'ai vécu, c'est le facilitateur qui a arrêté un peu cash. Il a dit, le cas est fermé. Juste pour la boutade, un coach m'avait dit un jour, au bout de, je ne sais plus si c'était 8 ou 10 séances de coaching, si on n'a pas les solutions organisationnelles qui vont bien, après, ça ne relève plus du coaching. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans? Expérimenter. D'accord, mais comment? C'est-à-dire, où est-ce que tu trouves le facilitateur et comment tu t'organises pour mettre en place les séances de codev? En ce moment, Viti, il propose des séances de codev, pardon Christian, à distance, parce que justement, c'est en mode confiné et dans les solutions distancielles digitales, ils ont énormément fait monter en compétences de consultants ou de personnes pour permettre de tester la solution. Je vous enverrai le lien avec cette fameuse Olga dont je vous parlais, qui, je pense, vous permettra aux personnes qui ont envie de le vivre en distanciel de le vivre. Mais Nico, pour répondre à ta question, on pourrait peut-être se tenter une séance. On est parti pour expérimenter. On peut faire ça à 5, hein, on peut faire ça. Pas aujourd'hui, mais dans le collectif qu'on a créé, on peut. Même il y a matière dans le collectif. D'avoir le bon espace, je ne sais pas si c'est sur Slack, sur. Nous, dans le collectif… Il faudrait déjà avoir un problème à régler. C'est ça, en fait, on n'est pas les bons clients pour ça. On n'est pas les bons clients, on n'a pas de problème. On n'a pas de soucis. On n'a que des solutions, super. Je l'attendais. Et moi, ma dernière question, c'est qu'est-ce que le CODEV permet de faire ou qu'il y a une autre méthode ne permette d'arriver? Moi, je trouve que c'est le ratio temps-efficacité, en fait. Il y a d'autres méthodes qui permettent d'arriver aux mêmes choses, hein, mais je trouve que le ratio temps-efficacité, il est terriblement incroyable. C'est l'intelligence collective mobilisée au service du client, de la personne qui apporte son cas, dans un temps effectivement très, très concentré, en très peu de temps. Bon, en tout cas, c'est tentant. Ce que il faut que vous essayiez. On se fait ça ensemble un jour. Merci, je suis ravie de vous avoir retrouvé ce soir et ravie d'avoir fait connaissance avec Christian. Avec plaisir. C'est quoi le prochain sujet? Le nudge, c'est ça? Ouais, ça me tentait. Ah, cool. Ouais. Bon, et les amis, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Ciao. Quatre. À bientôt. Ciao. Co-développez bien. Au revoir.